je vous dis que le plat qui est derrière moi dans cette assiette est un plat chaud, à quoi pensez-vous? À des œufs à la coque, peut-être? Eh bien non. C'est une omelette, mais pas n'importe quelle omelette. C'est la première omelette au monde à avoir été réalisée sans casser les œufs. Et qui plus est, en faisant cuire séparément les blancs et les jaunes dans une poêle avant de les remixer. Impossible. Vous ne me croyez pas. Et pourtant, revenons en arrière, il y a 4 ans. Nous sommes à Montréal, dans une école de business management où un grand concours est organisé pour une centaine de cadres, managers, en recherche de créativité. Le challenge qui leur est proposé est de faire cuire une omelette en 30 minutes par équipe de 7 à 8, provenant de différents pays, ne parlant pas tous forcément la même langue, et de devoir présenter cette omelette, au bout de 30 minutes, devant un jury international composé de chefs étoilés, de designers, et qui vont les évaluer de la manière suivante, un peu comme au patinage, avec une note technique et une note artistique. L'une pour le goût et l'autre pour la créativité. Dans l'équipe où je me trouve, la première question surgit soudain. Qui sait faire cuire un œuf? Qui a déjà fait cuire une omelette? 2 sur 8. Aïe! Mal parti pour gagner le concours, tout au moins sur le plan du goût. Reste la créativité. Une omelette, originale. Mais oui, quoi de plus original que de faire une omelette sans casser les œufs? Yes, but c'est impossible. Quand vous avez une idée originale, créative, n'avez-vous jamais entendu cette réponse face à vous? Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais on a déjà essayé. Ouh là, tu ne peux pas. Le yes, but. La première limite pour sortir de la créativité. Et c'est ce qui se passe dans l'équipe. Tout de suite, 2 mains saisissent les œufs en disant « Cassons-les, nous avons perdu suffisamment de temps, regardez les autres équipes. » Attendons. Encore 1 minute, réfléchissons. L'idée est trop bonne. Si nous sommes capables de faire une omelette sans casser les œufs, nous sommes sûrs de gagner le concours, quel que soit son goût. Alors comment faire? Des couteaux, des fourchettes, quelques instruments, nous décidions de commencer à percer un peu les coquilles, 1 mm, 2 mm, 3, et de les secouer frénétiquement pour essayer de faire sortir les blancs. Ce qui n'est pas facile. 4 mm, 5 mm. En même temps, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Nous finissions par être découragés. Le blanc ne sortait pas. Il fallait casser les œufs finalement et rattraper le retard. Et puis, sur l'un des œufs, le blanc apparaît. Oh, miracle! Quelle joie de voir du blanc apparaître d'un œuf. Nous tirons comme nous pouvons. Et puis, à force de secouer, les blancs finissent par tomber dans l'assiette, les 3 blancs des 3 œufs. Nous avions inventé, sans le savoir, par le plus grand des hasards, une nouvelle méthode pour séparer les blancs des jaunes sans utiliser de tasse ni de verre. Les blancs étaient là devant nous, restaient les jaunes. Comment faire? Toujours sur la même table, nous observions de petits pics à fromage, genre de cure-dents en bois, décoratifs, et nous eurent l'idée d'en prendre quelques-uns pour percer les jaunes à travers ce petit trou. En perçant les jaunes, ils se mirent à couler immédiatement. Miracle! Le temps perdu avec les blancs était rattrapé avec les jaunes. Et les jaunes se mettaient à couler dans une autre assiette. Et nous avions devant nous tout ce qu'il fallait pour faire une omelette. À ce moment-là, 2 membres de notre équipe prirent les blancs et les jaunes et coururent à la cuisine, où une poêle les attendait, pour faire cuire ces blancs et ces jaunes de manière séparée avant de les mixer. Dixit, le secret de l'omelette de la mère Poularde au Mont-Saint-Michel. Qui fait qu'en faisant comme cela, l'omelette a un meilleur goût. Les autres membres de l'équipe, autour de la table, se posaient bien la question. Quand l'omelette va revenir, comment va-t-on faire? Puisque nous avons 3 coquilles percées de petits trous, effectivement, quand l'omelette revient dans une assiette large, épaisse, baveuse, on se rend compte qu'à nouveau, c'est impossible. Yes,
but. Mais l'un d'entre nous découpe la nappe en papier, confectionne de petits cônes, genre d'entonnoir, et nous essayons de remplir les coquilles avec des morceaux d'omelette que nous avions pilés, détruites, liquéfiées, pour tasser l'omelette. Et ça fonctionne. Nous remplissons progressivement les œufs, 10%, 20%, mais le chronomètre tourne, il ne reste plus que 4 à 5 minutes. Jamais nous n'aurons le temps de remplir les œufs jusqu'au bout. Nous avions préparé une petite crème persillée, juste pour décorer l'assiette. Quelle bonne idée! La crème, elle va nous sauver. Nous prenons la crème et nous la versons dans les œufs. Nous gagnons beaucoup de temps, ils se remplissent plus vite. Une couche de crème, une couche d'omelette. Une couche de crème, une couche d'omelette. 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Nous bouchons les œufs avec de petits bouts de fromage. Nous retournons les œufs dans l'assiette. Arrivé devant le jury, moment mémorable. Des rires dans la salle. Je vois à leur regard qu'ils se disent « Les petits plaisantins, ils ont fait 3 œufs à la coque. » Créatifs. Et nous présentons l'omelette de manière magistrale, l'omelette à la coque. La première omelette au monde réalisée sans casser les œufs. Les membres du jury, incrédules, nous disent « Mais comment se mange cette omelette ?» Comme un œuf à la coque, mais c'est une omelette. Ils cassent le haut de l'œuf, ouvrent l'opercule et commencent à goûter. L'un d'entre eux disant même « Ils sont tout chauds. » Oui, ils viennent d'être pondus, donc... Ils arrivent direct. Ils goûtent les uns après les autres. Mais elle est bonne. Mais c'est de l'omelette. Elle est très bonne. Mais attendez, il y a de la crème. Non, de la crème. Et à nouveau de l'omelette. 10 équipes, 30 minutes, une idée géniale, un yes but, et nous gagnons le concours. Vous l'avez deviné, je ne suis pas cuisinier. Je suis professeur d'université, j'enseigne la génétique, la biologie moléculaire à l'université, et je me dis, peut-on innover en pédagogie sans casser les œufs? Plutôt que d'enseigner de manière magistrale, toujours de la même manière, en transmettant sa connaissance, face à des élèves ou des étudiants qui vous écoutent, qui rédigent, qui notent, qui apprennent, qui répliquent, pourrait-on orchestrer son cours de manière différente et faire preuve de créativité? Yes, but ce n'est pas évident. Beaucoup d'enseignants ont essayé. Des classes inversées, des serious games, des cartes mentales, des apprentissages par projet, toute une batterie d'innovations. Pour ma part, je me décide d'aller plus loin, de pousser les limites de l'impossible. Après tout, puisque j'ai fait une omelette sans casser les œufs, qui peut m'arrêter? J'en parle à mes collègues d'université et je leur dis « Écoutez, j'ai une idée qui va vous paraître peut-être stupide, mais je la trouve intéressante. Et si je demandais à mes étudiants de tout faire par eux-mêmes? Autrement dit, en un autre mot, je ne fais plus rien, ils font tout. » Ils me répondent « Yes, c'est original, but impossible. » Alors je décide de me lancer et il y a 4 ans, devant mes étudiants, alignés un peu comme vous devant moi, les meilleurs devant, les moyens au milieu et... Et les moins bons en génétique au fond, parce que je suppose que dans d'autres cours, vous vous placez différemment. Je leur dis, moi, je ne vous propose pas la classe inversée, je vous propose le do it yourself. Autrement dit, vous faites les cours vous-même. Vous allez chercher l'information, vous rédigez les cours, vous faites les cours, vous vous interrogez, vous formulez les questions, vous fabriquez les examens, vous distribuez les copies, vous remplissez des copies, vous ramassez les copies, vous corrigez les copies. Et moi, je suis là pour vous aider. Depuis 4 ans, mes étudiants utilisent des exercices vraiment intéressants, des QCM inversés, des QCM intelligents, des tricheries obligatoires. Et ils font tourner les tableaux. Ils font tourner les tableaux
Plutôt que je perde du temps à leur expliquer des choses avec un schéma, je leur demande de co-construire par eux-mêmes ce qu'ils trouvent sur des tableaux. Toutes les 3 minutes, je les fais changer de position. Ils complètent le travail des autres équipes. Et à la fin, nous nous dirigeons vers le tableau le plus complet et je leur donne l'explication. Alors, pour réussir l'impossible, tel que vous venez de comprendre, il y a 2 secrets. Le premier secret, c'est de sortir de sa zone de confiance. Le premier secret, c'est de prendre des risques, d'accepter de ne plus être l'expert, celui qui sait. Oser dire à ses élèves « je ne sais pas, apprends-moi ». Le deuxième secret, c'est que les étudiants entre eux se fassent non seulement confiance, mais s'entraident, qu'ils apprennent à travailler différemment. Et en même temps, que ces étudiants fassent confiance aux professeurs qui se mettent non plus à leur enseigner la matière uniquement, mais à les accompagner de manière plus pédagogue. Pédagogue. Savez-vous que le pédagogue n'est pas un prof? Dans l'Antiquité, le pédagogue était un esclave sans connaissance qui conduisait l'enfant de la maison à l'école. L'enfant apprenait du maître et le pédagogue ramenait l'enfant de l'école à la maison, sans doute le protégeant sur le chemin, peut-être l'aidant à faire ses devoirs. La pédagogie, c'est de l'accompagnement. Alors, innover en pédagogie, oui, mais pourquoi ne pas aussi innover en évaluation? Comment évaluer les étudiants? La note sur 20. Peut-on s'affranchir de cette sacro-sainte note sur 20? Non, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit, alors je le fais. Je désobéis. L'innovation, finalement, c'est une désobéissance qui réussit. Je tente. Et je transforme mes notes sur 20 en points, en bons points, pour construire des scores. Je réhabilite finalement les bons points. Et j'en ai plein mes poches. Pour tout travail qui est fait, par équipe ou individuellement, je donne des points, ce qui me permet de noter non seulement leur capacité à apprendre, mais en même temps leur développement de compétences. Sont-ils capables de s'aider entre eux? Vous savez qu'il y a une chose qui n'est jamais évaluée à l'école avec une note sur 20. C'est Salman Khan qui le dit, le fondeur de la Khan Academy. C'est la capacité qu'a un élève à aider ses camarades de classe. Or, on sait qu'un élève qui aide ses camarades de classe, demain, c'est un collègue de travail qui va aider ses collaborateurs. Donc, il faut travailler en ce sens. Changer la note sur 20 pour un prof, c'est assez facile, puisqu'à la fin, finalement, du semestre, rien ne m'empêche de transformer mes bons points en notes sur 20 pour le secrétariat, bien sûr. Mais pour les étudiants, c'est différent. Je les valorise en leur offrant un capital point. Et ils s'enrichissent à chaque fois qu'ils viennent dans mes cours. Je ne retire jamais de points, personne ne cherche à avoir la moyenne. Tout le monde cherche à en s'enrichir en points. Alors pourrait-on le faire ensemble? J'ai décidé de le faire avec des profs de prépa, des profs de classe préparatoire, qui adorent la note sur 20. Et je leur proposais d'inventer ensemble, de co-dessiner ensemble une nouvelle méthode jamais expérimentée pour noter les élèves sans note sur 20, sans lettres ABCD, sans code couleur, sans exposé, sans copie, sans mémoire, bref, en leur interdisant tout ce qui était possible de faire. Yes, but... Et pour les aider, parce que je ne suis pas sadique, je leur proposais tout simplement d'utiliser un outil formidable, le baby-foot. Comment évaluer le niveau de connaissance de vos élèves en mathématiques par le baby-foot? C'est impossible, on n'y arrivera pas. Mettez-vous par équipe. Je vous propose une méthode de co-design, de travail coélaboratif, avec des méthodes de divergence, de convergence, et on verra bien quelles sont vos idées. Il y avait toujours un groupe de profs disant « on n'y arrivera pas ». Je leur répondais « dépêchez-vous, les autres ont commencé le travail ». Vous perdez du temps, 30 minutes. Quelle ne fut pas notre surprise de voir, au bout de 2h30, des profs de prépa nous proposer quelque chose d'incroyable, un tournoi de baby-foot de 3 heures, avec des poules de qualification, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, des finales, qui donnent un classement complet des étudiants, du meilleur en mathématiques jusqu'au moins bon. Et pour empêcher qu'un champion de France de baby-foot ne gagne l'examen, un système de bonus et de malus, les étudiants en répondant sur des tablettes à des questions de maths, obtenant des bonus, quand ils connaissent la réponse, exemple, j'ai le droit de tirer 10 fois le pénalty jusqu'à ce que je le réussisse, ou des malus,
Lorsque leur niveau en maths est faible, exemple, je dois jouer au baby-foot les yeux bandés, avec une main, en levant un pied à 3 mètres du baby. À la fin, un classement de 3 heures d'épreuve, de tournois ludiques pour les étudiants, et qui vous donne le classement des élèves selon leur niveau en mathématiques. Incroyable. Et cadeau pour le prof, plus de copies à corriger le week-end. Des dizaines d'heures à se consacrer à ses plaisirs, ses loisirs, sa famille. La créativité, avoir de nouvelles idées. L'innovation, quand l'idée rencontre la main de l'utilisateur, deux choses différentes. Pour passer de la créativité à l'innovation, il faut expérimenter, ne pas avoir peur du « yes, but ». Et surtout se rappeler d'une chose, ne jamais abandonner les fondamentaux. Un peu comme la canopée d'une forêt, ce lieu de biodiversité, si intéressant. Il n'existerait pas s'il n'y avait pas les troncs des arbres, aux aspects si simples et si rigides. L'innovation pédagogique ne fonctionne pas si vous ne respectez pas les disciplines. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Innover nécessite de respecter l'académique. L'omelette, même la plus originale du monde, reste une omelette au goût d'omelette. Le cours de génétique, même renversé, reste un cours de génétique. Alors, pour finir, s'il fallait ne retenir qu'une seule chose, dites-vous qu'avoir des idées, les transmettre, oser prendre des risques, sortir des limites, passer à l'expérimentation est quelque chose d'extrêmement motivant. Et puis, surtout, refusez les idées reçues, surtout quand il s'agit de dictons. Et dites-vous qu'on est capable de tout lorsqu'on sait faire cuire une omelette sans casser les œufs.